le terme religion naturellement pour être compris, car c'est un mot que vous connaissez. Mais l'idée, c'est réellement de nous entretenir sur cette tradition et de revenir à cette fameuse nébride. Donc, j'ai rappelé que notre conversation aujourd'hui va tourner autour de cet objet rituelique majeur de l'Égypte antique qu'on appelle la nébride, qui est une outre de peau dans laquelle ont été rassemblés les 13 morceaux du corps d'Osiris. C'est cette outre de peau qui est souvent figurée à l'avant du dieu mort et ressuscité, qu'on va appeler Osiris par convention. Et c'est le saint des saints de la tradition de la spiritualité égyptienne. D'accord. Et le nom qui figure donc sur le papyrus Jumilac, je l'ai reproduit ici pour que chacun puisse voir de quoi il s'agit. Et c'est cette graphie qui en apparence paraît fort simple que nous allons traiter avec comme outil technique la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique des hiéroglyphes égyptiens à partir des langues africaines modernes. Alors la nébride ici, je la présente. Elle a un thème en égyptien pharaonique, donc c'est un signe qui existe, il est représenté comme vous le voyez ici à l'écran. C'est une peau de chèvre, naturellement, puisque en fait c'est une chèvre qui est représentée ici, mais qui a la tête tranchée. C'est parce que le scribe souhaite insister sur le fait qu'il s'agit certes d'une chèvre, mais précisément en fait de la peau. Vous allez voir qu'il y a un lien également avec l'animal, c'est-à-dire la chèvre, le bouc, le bélier, le mouton, etc. Donc les caprins. Voilà. La nébride ici, parfois, elle est représentée de cette façon, tachetée. Elle est parfois représentée tachetée, ce qui est aussi intéressant, et vous allez comprendre naturellement pourquoi elle a parfois cet aspect. Okay. Alors, je vais déjà faire un bref détour sur les pourtours de la Méditerranée pour vous montrer que en fait, cette nébride a eu une destinée très intéressante. Parce que Dionysos, qui est un avatar d'Osiris en Grèce, était revêtu d'une nébride dans la tradition des Grecs, d'accord? Dans la religion des Grecs, Dionysos portait la nébride, mais cette nébride était faite avec la peau d'un faon. Hein, le faon, c'est cet animal que vous trouvez ici représenté, d'accord? Et la peau est tachetée. Il y a une raison à ça, vous allez comprendre lorsque je vais préciser ce point. Bacchus, à Rome, qui est également un avatar d'Osiris, portait l'épithète Nébrodes, qui signifie revêtu d'une peau de faon. D'accord. Donc, et Hérodote, qui visite l'Égypte pharaonique autour de 450 avant l'ère actuelle, rapporte qu'Osiris est celui que les Grecs appellent Dionysos. Hein. C'est simplement pour rappeler euh, cette similitude de personnages, parce que quand on dit Dionysos ou Bacchus, parfois on a l'impression que nous avons affaire à des personnages différents. Il faut simplement savoir que ce sont des représentations d'Osiris dans le monde méditerranéen, notamment en Grèce et à Rome. Et la nébride a ce site particulier que c'est un objet rituelique majeur pour l'Égypte antique. C'est la raison pour laquelle on la trouve représentée également ou associée à cette divinité, donc qui sont Dionysos et Bacchus. Il y a une raison, il y a un lien fondamental hein, qu'il faut voir dans ce rapport. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous observez le nom de cette nébride, vous allez voir débuter la graphie par un faon. Le faon du bubal. Le bubal, c'est une antilope africaine qui ressemble quasiment à un cheval. Elle est très, très grande. Et c'est ce faon de bubal, ou ce faon, donc ce petit de l'antilope, qui va donner le thème de la nébride, qui explique pourquoi donc Dionysos et Bacchus vont avoir le faon comme, comme élément pour déterminer cette nébride, c'est-à-dire vont utiliser la peau de cet animal pour déterminer cette nébride, car même dans la graphie égyptienne même, le faon est représenté, hein, le faon du bubal. D'accord. C'est intéressant de voir ce rapport. Alors cette graphie, qui rend compte du thème de la nébride, signifie corruption, décomposition. Elle signifie corruption, décomposition. Et naturellement, la question qu'on peut se poser suite à cette signification, c'est de comprendre pourquoi les ancêtres de la vallée du Nil ont défini le Saint des Saints hein, du temple égyptien, le lieu où a été rassemblés les morceaux du corps d'Osiris comme étant comme ayant une relation avec l'idée de corruption, de décomposition. Eh bien, c'est en approchant cette question par le moyen de la lecture analytique qu'on va le comprendre. Et cette graphie que vous trouvez ici représentée, naturellement, dans le système égyptien, il y a persistance de l'élément phonétique.
D'accord? Donc il faut savoir qu'une graphie a toujours deux sorties, une sortie analytique et une sortie phonétique. Donc la lecture phonétique va donc procéder par translittération, c'est ce que font les égyptologues aujourd'hui. Ils vont donc translittérer, c'est-à-dire attribuer des valeurs alphabétiques aux signes gravés. Et en procédant de la sorte, on va obtenir une lecture iou-tiou ou quelque chose du genre. D'accord? La lecture analytique, elle, va se baser sur le nom que portent les objets représentés dans la graphie. Et dans le cas d'espèce, tous ces signes n'ont pas la même valeur. Je ne ferai pas l'analyse complète car ce n'est pas nécessaire pour comprendre, mais il faut savoir que l'élément fondamental qui permet de comprendre ce que c'est que l'anhébride, c'est ce fan, le fan du bubal qui débute la graphie. Parce que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est lui qui va être retenu dans les traditions du pourtour de la Méditerranée pour déterminer cette nébride. C'est parce que c'est le fan qui porte l'information essentielle. Les autres signes ont une importance qui sont relatives à la technique, car il faut savoir qu'une graphie, même du point de vue analytique, fait appel à un ensemble de faits que nous étudions lorsque nous étudions les hiéroglyphes. Je ne vais pas insister sur ces aspects car ce n'est pas nécessaire et le temps ne permet pas d'aller dans le détail. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le thème de la nébride est essentiellement basé sur l'image de ce fan de Bubal. Et puis le déterminatif nous renseigne également. Le déterminatif représente un signe qui s'apparente à un pustule. D'accord? Donc il faut mettre naturellement ce fan de Bubal en relation avec ce déterminatif. Et je rappelle que cette graphie, donc le nom de la nébride, tel qu'illustré dans le papyrus égyptien, signifie corruption, décomposition. Et je donne ici la source qui est donc du dictionnaire d'Yvonne Bonamy à la page 41. Voilà. Donc, pour comprendre pourquoi cette graphie signifie corruption, décomposition, eh bien, il faut faire appel au vocabulaire des langues africaines. Donc, notamment le vocabulaire qui se rapporte à l'antilope, car le fan, c'est une antilope. Le fan du bubal, le bubal, c'est une antilope. Donc, il faut mobiliser le vocabulaire qui s'apparente au, au thème de l'antilope au sein des langues africaines. Ici, j'ai pris quelques langues simplement pour illustration. Donc, en Douma, par exemple, au Gabon, on va dire Mboula pour dire antilope. Le Bassa va dire Mbolo pour dire antilope. Le fan, Mvoul pour dire antilope. Le Zoulou, Iwoula pour dire antilope. Alors ici, vous voyez que les formes mutent, mais il faut savoir que nous avons affaire ici à un même thème au sein des langues africaines. En fait, c'est le même mot, car dans les langues africaines, le B du Douma Mboula se réalise en V. C'est la raison pour laquelle le fan va dire Mvoul, plutôt que Mboula, car le fan transforme le B en V. D'accord? On va dire Mboum. Chez les Bassa, pour dire le python, les fans vont dire Mvom pour dire le python. Donc le B se réalise automatiquement en V. La même chose pour le Zoulou, ils vont dire Iwula, donc le V va devenir un W. Je présente ces éléments simplement pour vous montrer qu'il existe dans le système de langue africain ce qu'on appelle des mutations phonétiques. Et ces mutations sont régulières. C'est intéressant lorsqu'on aborde la question du point de vue analytique d'avoir en perspective aussi ces mutations. Parce que quand on voit ces mots, on peut considérer que nous avons affaire à des mots différents, mais quand au fond, naturellement, c'est le même mot. Et on se rend compte que le nom de l'antilope, eh bien, correspond au verbe pourrir, se décomposer dans les langues africaines. Ici, je prends également quelques exemples avec le Nyamwezi, donc en Tanzanie, qui va dire bola pour dire pourrir, se décomposer, le Nyani, bolo, pourrir, se décomposer, le Kimbi au Congo, bolé, pourrir, se décomposer. Ce ne sont que des exemples, mais il faut savoir qu'au sein des langues africaines, ce terme est générique. C'est généralement le même mot qu'on utilise dans la zone dite bantou pour rendre compte de ce thème. Donc, le point intéressant, pour récapituler l'argument que j'apporte, c'est qu'il faut savoir que la raison pour laquelle cette graphie signifie corruption, décomposition, est basée sur le nom que porte le bubal, le fan du bubal. Le bubal, c'est une antilope. Donc, quand on nomme l'antilope en bassa, par exemple, mbolo, antilope, le bassa va donc dire mbolo, antilope, et bol, pour dire pourrir. D'accord? C'est dans la même langue. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a ce rapport d'homophonie qui s'établit, car vous allez vous rendre compte, au courant des analyses que vous allez conduire du point de vue donc, de la lecture analytique, dans la méthode Kuma, que l'homophonie est une clé essentielle pour aborder les graphies égyptiennes. C'est le ciment qui unit les signes au sein d'une même graphie. C'est important de le comprendre. J'ai eu l'habitude de le dire, je le dis souvent, mais c'est important de comprendre que derrière ce que j'ai dit ici, il y a tout un travail qui doit être poursuivi
Et les éléments que je présente ici, ce sont des éléments introductifs simplement pour traiter d'un aspect de cette écriture en relation avec ce qu'on appelle la nébride. Donc, les mots de l'antilope sont les mots de la putréfaction. C'est la raison pour laquelle cette graphie signifie corruption, décomposition. Car si vous allez en Afrique questionner cette racine iou-tiou, elle n'existe pas. Quant au fond, c'est une convention qui contente certes les égyptologues, on peut comprendre pourquoi, car cela permet la lecture littérale d'un texte, mais ça n'existe pas dans la réalité. Il faut s'attacher à la réalité pour accéder à la pensée symbolique du scribe. D'où l'intérêt que moi je porte à l'approche analytique, qui me paraît beaucoup plus utile. Car si j'aborde ces questions avec un public africain, par exemple, ils vont comprendre ce que je dis quand j'aborde les mots, quand je traite avec le vocabulaire qu'ils connaissent. Or, si je dis ioutiu sur une place africaine, tout le monde va me regarder avec des yeux tout ronds sans comprendre de quoi je parle. On va imaginer que je suis en train d'inventer une langue qui n'existe pas quant au fait. C'est un peu la critique que je peux faire et c'est aussi la limite que j'observe dans la démarche phonétique, qui a son intérêt pour la lecture littérale d'un texte. Mais une fois qu'on a lu ioutiu, dire ce que c'est, personne n'est capable de faire une analyse philosophique de ce thème avec ioutiu. C'est impossible. Vous ne pouvez arriver à rien de ce point de vue-là. Or, en mobilisant le vocabulaire fait appel au concept. Le vocabulaire fait appel au concept, car l'antilope en soi, c'est un animal, mais le nom qu'il porte a des homophones. Ces homophones sont des concepts, car un idéogramme, j'ai l'habitude de le dire, un idéogramme, c'est un dessin qui représente une idée ou un concept. Donc, cette antilope représentée ici a un nom, et c'est son nom qui permet d'accéder au concept. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce en quoi consiste la lecture analytique des hiéroglyphes égyptiens. Donc, pour vérifier ce que je dis, nous avons donc la chance d'avoir dans le système hiéroglyphique ce qu'on appelle des homographes, c'est-à-dire des signes qui partagent, ou des graphies, pardon, qui partagent les mêmes signes. Des graphies qui partagent les mêmes signes. Ici, nous allons comparer donc le thème de la nébride, à savoir corruption, décomposition, avec le nom du chien. Et si vous êtes attentif, vous verrez que ces deux graphies partagent en fait les mêmes signes. Ce qui veut dire, lorsque vous observez des homographes, c'est-à-dire des graphies qui partagent les mêmes signes dans le système hiéroglyphique, cela signifie que cette homographie rend compte d'une homophonie dans le langage. Car si le scribe utilise les mêmes signes pour rendre compte de deux graphies différentes, qui ont des sens différents, c'est parce qu'il sait que dans la langue parlée, eh bien, ce sont des homophones. D'accord? Donc des homographes produisent des homophones. Des homographes produisent des homophones. Des homographes produisent des homophones. Ça veut dire que lorsque vous observez deux graphies qui partagent des signes en commun, cela veut dire que dans la langue parlée, eh bien, ces graphies rendent compte d'un même mot, mais avec des sens différents. C'est ce que nous observons ici. Donc, si on reprend la série, nous allons voir que le Douma va donc dire Mboula, antilope, le Bassa, Mbolo, antilope, le Fan, Mvoul, antilope, le Zulu, Iwula, antilope, le Nyamwezi, Bola, pourrir, se décomposer, le Nyani, Bolo, pourrir, se décomposer, le Kimbi, Bolé, pourrir, se décomposer, donc qui est le sens de la graphie consacrée à la nébride, et le Kibembe va donc dire Boulou, pour dire chacal, qui est un canidé, Kiangala, Boulou, le chacal, le Bamanan va dire Woulou, pour dire le chien, le Soninké, Woulou, pour dire le chien, etc., etc. Ce sont des thèmes récurrents au sein des langues africaines. Et on s'aperçoit que les mots de l'antilope, le thème de la putréfaction, eh bien, se rapporte également au nom du chien. Et il y a une conclusion qu'il faut tirer ici, sur laquelle je ne veux pas insister, car il faut savoir que la nébride est associée au chien, au chacal, parce que la nébride, dans le système égyptologique, est décrite comme étant le fétiche, entre guillemets, d'Anubis. Parce que c'est Anubis qui va rassembler les morceaux du corps d'Osiris dans la nébride, Anubis qui est représenté sous la forme d'un canidé, donc un chien ou un chacal. Donc il y a un lien ici qui est philosophique, mais je ne veux pas insister sur ces aspects, car ce n'est pas le sujet que j'ai souhaité aborder aujourd'hui, bien qu'il y ait là des éléments qui soient importants, comme on va le voir par la suite. Donc, c'est intéressant de comprendre. Je le rappelle ici, car ici j'aborde des questions techniques qui ne sont pas les plus faciles à appréhender, certes, mais c'est intéressant
de comprendre d'où nous partons pour aboutir à des conclusions. D'accord? Je rappelle que le nom de le thème de Nadébri, qui traduit corruption, décomposition, est un homographe pour le nom du chien. Ce qui change ici, c'est éventuellement le déterminatif, comme on le voit. C'est le déterminatif qui nous dit que nous avons affaire à deux thèmes différents. Donc d'un côté, nous avons la corruption, la décomposition, de l'autre, nous avons le chien. Mais ce sont des homographes car ils partagent les mêmes signes. Et les homographes produisent des homophones, c'est-à-dire des mots qui se ressemblent, qui se prononcent de la même façon. C'est ce qu'on observe ici, avec le nom de l'antilope, Mboula, le thème de la putréfaction, Bola, le nom du canidé, Boulou ou Woulou, etc. D'accord? Donc c'est intéressant, c'est important de faire ce rapport et de comprendre qu'il y a là toute une intelligence qui est ignorée par l'approche phonétique qui se limite à une lecture littérale d'un texte. Mais si on vous explique, on vous demande d'expliquer même ce que vous êtes en train de lire, vous avez l'impression que les Égyptiens ils vivaient sur la Lune. Parce que quand on lit, par exemple, les retranscriptions du livre qu'on appelle le livre des morts, c'est-à-dire le livre à la sortie à la lumière du jour, bien heureux celui qui comprend ce qui est dit là-dedans. C'est-à-dire que c'est intéressant de lire un texte, mais un texte pour un texte n'apporte aucune intelligence quant au fond, car cela ne permet pas d'accéder à la pensée symbolique du sujet égyptien. Jamais vous ne comprendrez ce que c'est que la nébride avec une lecture phonétique. Vous allez simplement avoir une idée vague qu'il s'agit d'un objet rituelique consacré à Osiris, mais vous n'aurez jamais le mot juste pour nommer la chose qui existe encore, comme vous le verrez aujourd'hui, dans les traditions africaines. C'est cette actualisation qui est intéressante de mon point de vue quand on traite de l'Égypte antique, car il faut avoir ce souci d'actualiser cette tradition, car elle n'est pas morte, elle est vivante à travers les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Et le moyen de l'actualiser, c'est d'approcher cette question par le biais des langues qui sont encore parlées aujourd'hui et qui sont ignorées généralement par l'égyptologie, voilà, qui se limite parfois au copte et souvent aux langues sémitiques. Théophile Obenga a tenté d'apporter un intérêt avec les langues dites bantoues, Cheikh Anta Diop avec les langues soudanaises, notamment le Wolof, mais il reste que cette approche phonétique, certes intéressante, je le dis, car l'élément alphabétique subsiste dans les hiéroglyphes, n'a pas l'avantage de toucher du doigt cette réalité qui fait de cette civilisation une civilisation africaine dans ses fondations. C'est intéressant de le comprendre car la culture est tout. Vous devez comprendre que cette civilisation est africaine, pas parce qu'on le dit, mais dans sa manière de fonctionner. Et quand on comprend ce que c'est que l'Égypte antique, c'est-à-dire la civilisation la plus brillante que le monde ait connue, eh bien on voit l'intérêt d'aborder cette question du point de vue des langues pour actualiser cette connaissance et en faire un corpus d'études contemporain. Voilà. Donc, l'intérêt de ce développement, le voici. C'est que vous trouvez donc représenté ici une chèvre, vous trouvez représenter la nébride, et vous allez vous rendre compte que le vocabulaire que je suis en train de mobiliser depuis tout à l'heure, eh bien, se rapporte également au nom de cet animal qu'on appelle la chèvre en français. D'accord? En baoulé, je prends comme ça des langues, plusieurs langues pour vous montrer qu'en fait, nous parlons la même langue et que ces thèmes sont récurrents. Donc en baoulé, on va donc dire boli pour dire le bouc, la chèvre, le chevreau. En bakweri au Cameroun, on va dire mboli pour dire la chèvre, le bouc. En bobangi au Congo, on va dire mboli pour dire la chèvre, le bouc. En Nyamwezi, en Tanzanie, on va dire mboli pour dire la chèvre, le bouc. Et si vous êtes attentif, vous vous rendrez compte que c'est le même mot pour l'antilope, mboula, mbolo, mvoul, bolo, bolé, boulou, etc. C'est toujours le même mot qui est mobilisé donc pour rendre compte de cet objet rituelique consacré donc au corps d'Osiris, cette outre de peau dans laquelle ont été rassemblés les morceaux du corps d'Osiris. Et la nébride, en fait, qui est donc une outre de peau constituée de la peau d'une chèvre, comme on le voit ici représenté avec le hiéroglyphe qui en rend compte, sollicite aussi ce vocabulaire. D'accord? Donc c'est intéressant d'aborder, je le répète encore une fois, car je sais que dans notre communauté, beaucoup font des difficultés dans cette démarche, ne comprennent pas l'intérêt de cette démarche et ils voient ici une occasion d'argumenter, et généralement de faire les intéressants. Mais il faut comprendre que ce que je dis ici a un avantage fondamental. La mobilisation des langues africaines permet d'éclairer de manière tout à fait substantielle ou consubstantielle, même si on veut, la pensée symbolique du sujet égyptien. C'est important de comprendre en quoi consiste la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique
des hiéroglyphes à partir des langues africaines modernes. L'intérêt réside dans ces rapports qui sont faits et que ne peut faire hein, qu'un 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 chercheur soucieux d'associer les langues africaines avec le système hiéroglyphique. Et c'est la seule façon, en fait, finalement, d'éclairer la pensée symbolique du sujet égyptien. Bon, quelle conclusion peut-on tirer donc de ce